Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour l'Égypte. Aujourd'hui, en fait, l'anniversaire de la libération du Sinaï. En fait, il s'agit d'une journée très importante pour tous les Égyptiens. C'est aujourd'hui, le 25 avril, qu'on a récupéré la dernière partie du territoire égyptien après, ou bien sûr, grâce à la victoire de la guerre du 6 octobre. Toute la journée, on a eu des célébrations et ce serait, en fait, la célébration de cet anniversaire sera le sujet principal de notre édition. Ce sera au cours de la deuxième moitié de cette édition. On va parler du Sinaï. En fait, il faut dire que c'est vrai qu'on a, c'est l'anniversaire du Sinaï, mais c'est vrai qu'actuellement, on a des problèmes dans le Sinaï, des problèmes de sécurité. Les forces de sécurité égyptiennes ont réalisé beaucoup de progrès, beaucoup de succès en ce qui concerne le rétablissement de la sécurité dans le Sinaï, où quelques groupuscules terroristes essayent de semer la violence et la terreur. Et en même temps, il y a aussi des efforts déployés par le gouvernement depuis le nouveau gouvernement, c'est-à-dire surtout le régime de Abdel Fattah el-Sisi, de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le nouveau gouvernement essaye de développer le Sinaï, essaye d'augmenter les investissements et les projets d'infrastructure dans cette région très chère de l'Égypte. Alors, on va commencer par notre première partie et on va commencer par la Syrie. En fait, la Syrie replonge dans la guerre et Obama veut rétablir le cessez-le-feu. Il faut dire que après 8 semaines de trêve, les bombardements et la violence ont repris en Syrie des deux côtés. En fait, hier seulement, il y a eu 26 morts à Alep. Depuis le début de la semaine, il y a des dizaines de morts en Syrie par les frappes du régime, également des groupes terroristes dans le pays. Le président américain Barack Obama a de son côté appelé à rétablir vite le cessez-le-feu. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la situation en Syrie dans ce commentaire de Yara Choucha. Au moins 26 civils ont été tués dimanche dans des bombardements du régime et des rebelles à Alep, meurtris par des violences pour la troisième journée consécutive. Depuis vendredi, un total d'au moins 63 civils sont morts dans l'ancienne capitale économique de Syrie, qui vit de nouveau au rythme des raids et tirs d'obus après une période de calme relatif liée à la trêve initiée par les États-Unis et la Russie et entrée en vigueur le 27 février. Dimanche, des obus tirés par les insurgés contre les zones gouvernementales ont tué 10 civils, dont une femme et 2 enfants, selon l'OSDH. Le régime du président Bachar el-Assad a répliqué par des raids aériens sur les zones tenues par les rebelles, tuant 16 personnes selon l'OSDH. 12 de ces civils ont péri dans une frappe contre un marché de légumes sur le quartier de Sahour et 4 dans d'autres quartiers. Par ailleurs, l'eau a été coupée dans la ville après une frappe du régime qui a touché la principale conduite. Le porte-parole de la délégation de l'opposition du Haut Comité des négociations, le HCN, Salem al-Maslet, a affirmé que l'offensive du régime n'est pas seulement une attaque contre les Syriens, mais contre le processus de négociation de Genève. Une coalition de groupes rebelles a annoncé samedi soir que si le régime ne cessait pas ses attaques, elle se sentirait dégagée complètement de la trêve. Elle a donné 24 heures à la communauté internationale pour faire pression sur Damas. Bien, alors qu'un nouveau round de discussion du traité transatlantique s'ouvre cette semaine, la fin de cette semaine à New York, le président américain Barack Obama, qui était en visite actuellement en Allemagne, a insisté sur la nécessité de terminer les négociations avant son départ de la tête de la Maison-Blanche, sous peine que l'accord ne soit pas achevé avant un certain temps. Il faut dire qu'il y a toujours ce refus de ce traité de part et d'autre. Alors tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les déclarations du président américain ainsi que des réactions envers ce traité transatlantique dans ce commentaire de Yara Choucha toujours. Les longues négociations du traité transatlantique reprennent de plus belle. Un nouveau tour de discussion s'ouvre cette semaine à New York. Le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont mis dimanche leur poids dans la balance pour défendre ce projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, malgré l'opposition croissante qu'il suscite des deux côtés de l'Atlantique.
Au premier jour d'une visite en Allemagne, le président américain a souhaité que les négociations sur ce traité, connu sous ses acronymes TTIP ou TAFTA, soient bouclées d'ici la fin de l'année, avant son départ de la Maison-Blanche en janvier 2017. Si nous ne terminons pas les négociations cette année, avant les transitions politiques à venir aux États-Unis et en Europe, cela pourrait signifier que cet accord ne sera pas achevé avant un certain temps, a insisté le président américain lors de la cérémonie d'ouverture du Salon industriel de Hanover, dont les États-Unis sont cette année le pays invité. Obama effectue actuellement une visite de 2 jours à Hanover après un périple en Arabie Saoudite et au Royaume-Uni, où il a au passage mis en garde les Britanniques contre une sortie de l'Union européenne. L'inquiétude des opinions publiques à l'égard d'un tel accord de libre-échange grandit pourtant des deux côtés de l'Atlantique, alors qu'encore des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de Hanover. Mais au sein même du gouvernement de coalition allemand, pourtant considéré comme un des principaux défenseurs du projet en Europe, l'impatience grandit. L'accord va échouer sans concession de Washington, a averti dimanche le ministre allemand de l'économie. De son côté, le président français François Hollande refuse d'aborder le sujet de TTIP ce lundi après-midi lors d'une rencontre prévue avec Angela Merkel. Barack Obama et les dirigeants italiens et britanniques, affirme l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Raison invoquée, le sujet serait trop impopulaire en France. Et on va passer tout de suite à l'anniversaire, 34e anniversaire de la libération du Sinaï. En fait, comme je l'avais dit au début aujourd'hui, en fait, le 34e anniversaire. Et à cette occasion, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé hier un discours. Dans son discours, Monsieur le Président, il a souligné que la récupération du Sinaï via la guerre et les négociations représentaient une magnifique épopée. Selon lui, l'Égypte n'oublie jamais ceux qui ont donné leur vie pour protéger son sol. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant le discours prononcé hier par Monsieur le Président à l'occasion des célébrations de la libération du Sinaï avec Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours à l'occasion de la célébration du 34e anniversaire de la libération du Sinaï. Il a déclaré qu'on ne pouvait pas célébrer la libération du Sinaï sans rappeler les hommes valeureux des forces armées et de la police qui tombaient morts lors de leur combat dur contre le terrorisme pour sauvegarder la dignité et la prospérité de leur patrie. Le président al-Sisi a confirmé que les forces armées égyptiennes ne céderaient aucun pouce de territoire égyptien et qu'elles étaient prêtes à sacrifier leur vie pour défendre leur patrie contre toute tentative visant sa stabilité et sa sécurité. Al-Sisi a rassuré les Égyptiens que les activités des organisations terroristes enracinées dans le nord du Sinaï commençaient à regresser grâce aux opérations d'envergure qui se poursuivront jusqu'à ce qu'on parvienne à enrayer ce fléau qui menace non seulement l'Égypte mais toute la région arabe. Al-Sisi a indiqué que le développement du Sinaï était la meilleure arme contre le terrorisme. L'État a donc amorcé son programme ambitieux élaboré pour le développement de la péninsule du Sinaï qui comprend l'installation d'une zone économique libre, 17 complexes résidentiels et 13 complexes agricoles pour lesquels on s'emploie à assurer l'eau nécessaire pour l'irrigation par tous les moyens disponibles. لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. كانوا رجالة واخدين على روحهم عهد إن المستحيل لازم في يوم يتهد، وبعدها إيدينا للسلام تتمد، ورجعت يا سينا تاني لينا يا ورث أجدادنا وأهالينا، نحلف بعهد الله زي ما حررناكي لنعمرك بإيدينا. 25 إبريل عيد تحرير سينا.
كنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. في عيد تحرير سيناء تحية من جيل نشأ في وطن مرفوع الهامة إلى جيل حقق النصر وأعاد العزة والكرامة. 25 إبريل عيد تحرير سيناء. Et madame, monsieur, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Mahmoud Thabet, historien. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Et monsieur le général Saïd Fathi, notre expert en sécurité. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Alors, en fait, quand on parle du Sinaï, il faut dire qu'il y a plusieurs sujets qui concernent les célébrations. Il y a la sécurité, il y a les projets pour le développement, il y a avant tout l'histoire de cette libération qui, c'est vrai qu'on a obtenu la dernière partie du Sinaï grâce aux négociations, les négociations qui sont elles-mêmes grâce à la victoire du 6 octobre. Alors, ce côté historique, comment vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, n'importe quelle guerre, on déclenche des guerres après tout pour des raisons politiques. Et pour arriver à un but politique, comme le penseur allemand Clausewitz disait toujours que les guerres sont une extension de la diplomatie et de la politique par d'autres moyens. Alors, à vrai dire, le résultat de la guerre de 73, c'est ce que l'Égypte a pu atteindre dans le sens politique. Et bien sûr, elle a atteint le Sinaï par des négociations qui n'auront pas eu lieu s'il n'y aurait pas eu une guerre. Alors, oui, alors c'est une affirmation de la victoire de la guerre de 73. Oui. Et en plus, c'est la victoire aussi de la paix sur la guerre. Exactement. Alors, monsieur le général, en fait, c'est vrai que toujours on a parlé de la sécurité dans le Sinaï. C'est vrai que pendant l'époque des frères, on a eu ce problème des groupuscules qui se sont installés dans le Sinaï, qui essayaient de semer l'insécurité. Mais depuis l'arrivée de monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi, il y a cette bataille, cette guerre, on peut dire même contre les groupes terroristes. Et on a, les forces de l'ordre ont parvenu à rétablir la sécurité, on peut dire c'est pas à 100%, mais ils ont pu mettre fin à beaucoup d'attaques terroristes qui venaient de cette région. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette guerre que mènent les forces de sécurité égyptiennes contre le terrorisme dans le Sinaï? Si vous me permettez, je tiens à féliciter le peuple égyptien tout d'abord avant de parler, et j'aimerais dire quelque chose. J'ai eu l'occasion vraiment de travailler pour une certaine période au début de l'année 82. J'étais au Sinaï, dans le nord Sinaï, pour quelques mois. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais nous avons un très grand problème chez nous. C'est que nous n'avons pas la volonté de bien travailler comme il faut. Je vous le dis franchement. Ouais. Ce qui mène à dire que nous avons beaucoup perdu des années, des dizaines d'années, malheureusement, sans essayer de développer ce grand parti du territoire égyptien. Bien sûr, un territoire pareil, très important, avec les frontières de nos voisins, devait être plus développé qu'actuellement. Finalement, je peux dire qu'on a commencé un petit peu à faire quelques petits investissements. Mais en même temps, on doit prendre en considération quelque chose de très important. C'est que vous avez déjà donné un mot qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est que vous dites, nous sommes dans une guerre. Vraiment, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes dans une guerre vraie. Les forces de l'armée, avec la collaboration, bien sûr, et la coordination des forces de la sécurité, essayent de faire leur devoir d'une manière convenable comme il faut. Bien sûr, ils ont beaucoup de difficultés, mais je crois qu'en essayant d'échanger des informations entre les deux grands ministères, celui de la Défense avec celui de l'Intérieur, nous arrivons un petit peu à diminuer un petit peu ce qui se passe dans l'atmosphère en général.
comme on dit, nous avons toujours un proverbe qui dit avec une seule main, vous ne pouvez pas applaudir. Il faut utiliser vos deux mains. Ce que nous avions besoin actuellement. Les forces sécuritaires sont en train de faire leur travail d'une manière correcte et convenable, il faut le dire vraiment, et nous avions bien constaté. Je ne peux pas vous dire que ça va terminer dans une semaine ou dans un mois, ça prendra quelque temps, bien sûr. Mais enfin, dans le même temps, il faut qu'on puisse investir vraiment dans cette zone-là, dans cet endroit-là. J'espère, et bien, je suis tout à fait d'accord avec le régime finalement qui a commencé à faire quelques points en avant. Mais c'est qu'il faut qu'on se précipite un petit peu pour essayer de développer. Au lieu d'attendre pour 3-4 ans, pourquoi on n'essaie pas de faire ce que nous avions besoin de faire pendant une période un peu moins. Ça veut dire ce que nous pourrions faire et terminer pendant 4 ans ou 5 ans, nous pourrions en même temps le terminer dans 2 ans, 2 ans et demi. Au moment, nous avons besoin de la sécurité et de la stabilité. Sans la sécurité et la stabilité, dans n'importe quel pays, dans le monde en général, vous n'arriverez jamais à faire des progrès et quelques pas en avant. Oui. C'est ça le problème. Alors, il faut bien expliquer ou montrer que c'est vrai qu'on a des problèmes dans le Sinaï, mais c'est juste une partie du Sinaï, c'est le nord du Sinaï, pendant que le sud, c'est tout à fait, il y a tout à fait la sécurité complète, il n'y a pas eu de problème. Mais il faut dire aussi que c'était toujours le nord qui a été négligé depuis toujours. Alors, pourquoi selon vous, et comment on est arrivé à ce que on est une région au sud tout à fait développée, avec toutes les stations balnéaires et les villes au bord de la mer, et avec cette négligence de cette partie du nord. Quand on a commencé vraiment à développer le Sinaï, c'était plutôt pour aussi trouver des ressources de touristiques. Alors le sud de Sinaï, c'est plutôt des lieux touristiques, à côté du golfe Aqaba, à côté de la mer Rouge. Alors bien sûr, il y avait l'investissement qui était tout à fait prêt à rentrer et c'était pas difficile à le faire à l'époque. Il y a eu des plans, une stratégie de faire certains projets au nord de Sinaï, mais que ce ne sont pas vraiment eu lieu, où ça a pris beaucoup de temps. Et en plus, il faut quand même regarder que la population du nord de Sinaï, il y a une assez grande proportion sont des Bédouins. Alors, dans un sens, il faut un peu les gagner un peu. Et je pense qu'on a un peu trop négligé les populations eux-mêmes pour dire qu'ils sont devenus susceptibles à des idéologies extrémistes. Est-ce que c'est une petite proportion, on ne peut pas dire certainement pas tous, mais une petite proportion, mais c'est assez, parce que c'est les gens qui connaissent le terrain du Nord Sinaï, et ça a l'air que c'est eux qui ont probablement aidé les extrémistes de rentrer. C'est ce genre de choses qui ouvrent les portes, le moment qu'on néglige économiquement, et on néglige aussi, dans un certain sens politiquement, une certaine région. Les choses ne restent pas exactement où ils le sont, où ils se progressent, où il y a une détérioration, et ça va en arrière, quoi. Et c'est plutôt ça, de ce que s'est passé, parce que ça a été négligé pendant beaucoup d'années, pendant les années 80, jusqu'à vers les années de 90 aussi. Maintenant qu'il y a vraiment des stratégies, oui, il faut que ça commence au plus vite possible. Oui. Alors, de point de vue sécurité, c'est vrai que c'est depuis des mois et des mois que les forces de sécurité essaient de combattre le terrorisme dans cette région. Ils ont réalisé beaucoup de progrès, beaucoup de succès, comme je viens de dire, mais quand même, il reste quelques groupuscules qui attaquent de temps à autre, surtout les forces de sécurité dans cette région. Alors, qu'est-ce qui fait que cette région soit difficile? Est-ce que c'est la nature de la région? Est-ce que les armes qu'ils ont pu avoir pendant le pouvoir des frères musulmans, qu'est-ce qui a fait que cette région soit si difficile? C'est tout ce que vous venez de citer actuellement, c'est quelque chose de ressemblable. Ça veut dire les armes, les frontières. Nous sommes bien qu'ils sont nos voisins, sont des ennemis, ils demeureront toujours des ennemis. Tandis que l'accord de paix qui a été signé, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Mais le problème, c'est que vous avez dit quelque chose de bien qui m'a beaucoup plu aussi. Pourquoi il y a une différence entre le nord et le sud? Pourquoi? C'est comme notre collègue Dr Mahmoud Saïed vient de dire que le sud est beaucoup plus développé que le nord.
C'est pour cette raison-là, si nous aurions eu l'occasion, par exemple, de faire quelque chose pareil ou ressemblable au nord du Sinaï à ce qui se trouve actuellement ou depuis des dizaines d'années au sud du Sinaï, je peux vous assurer que la situation aurait dû complètement changer. C'est ça notre problème. C'est pour cette raison, bien sûr, et on devait pas faire confiance, vraiment. Car nous savions bien, nous tous, ce qui se trouve, quelles sont les frontières, avec qui nous sommes exactement. Il fallait pas avoir une certaine confiance, c'est que peut nous indiquer ou nous mener à dire qu'il fallait qu'on fasse beaucoup des efforts dans le nord du Sinaï. Comme nous avions dû faire au sud du Sinaï, nous devions faire plus au nord ce qui se passe actuellement. Et bien sûr, nous connaissons nous tous bien ce qui se passe avec le groupe de Hamas, avec bien sûr une très grande force, une puissance des forces israéliennes, de quelques troupes des forces israéliennes. Ces deux gens ensemble, sans contrôler le régime quel que soit, nous savions nous tous ce qui se passait pendant la période de l'ancien président. Pendant la période des FM, nous avons beaucoup perdu. Mais j'espère qu'on puisse rattraper quelque chose et que nous pourrions faire quelques petits pas en avant pour le développement de notre pays. Oui, exactement. Alors, du point de vue histoire, docteur Mahmoud, est-ce que c'est seulement on a eu ce problème avec les groupes terroristes c'est ce dernier temps où on a toujours eu ce problème et c'était aggravé avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi? Je pense que la population était vraiment prête. Elle a été négligée, comme je disais. Elle n'était pas vraiment gagnée. Ça n'a pas été vraiment gagné par le territoire égyptien, dans le sens qu'il ne faut quand même pas oublier que cette population a été sous occupation israélienne. Les Israéliens, pendant leur occupation, ont tout fait pour gagner un peu la population. Et c'était un peu notre devoir de regagner cette population. La population a été laissée plus ou moins tranquille. Et c'était un défaut, je dois le dire, parce que c'était vraiment ça qui est le clé dans ces territoires, que la population est avec nous, qu'ils se considèrent des citoyens égyptiens, qu'ils ont un patrimoine patriotique, après tout. Est-ce qu'ils les ont? Ils les ont. Il y en a bien sûr des éléments qu'ils ont ça, mais c'est pas assez. Et c'est une des situations vraiment un peu graves, que quand même ça revient toujours à la négligence économique de la région. Ça devait être développé, oui, et c'est pas difficile, il y a beaucoup de potentiel quand même dans cette région, mais c'est aussi une région assez grande, et en plus c'est une région qu'on considère stratégique, parce que ça fait partie d'un territoire entre l'Égypte propre et les frontières d'un État qui a été un ennemi dans le temps, avec qui on a un traité de paix actuellement, mais on ne sait jamais, bien sûr. Et aussi, on ne sait pas, est-ce que peut-être il y a des éléments dans ces pays à côté de nous qui voudront bien retourner à ces territoires, parce que c'est des territoires très très intéressants dans le sens économique, dans le sens touristique. On l'a vu sur au sud du Sinaï. Alors oui. Alors avant de continuer, si vous me permettez, j'aimerais bien dire que on trouve des images sur l'écran. C'est à droite, on trouve les travaux de développement du Sinaï depuis sa libération jusqu'à aujourd'hui. Quelques travaux, bien sûr, qui ont été entrepris par les différents gouvernements. Et à droite, il y a une célébration, c'est-à-dire on essaie de célébrer aujourd'hui le 34e anniversaire. C'est des célébrations autour du palais de Abdine au centre-ville. Alors, M. Fathi, en fait, un des problèmes majeurs de cette région, c'était les tunnels. Et heureusement, les forces de sécurité, l'armée et la police ont pu détruire, on peut dire, 90%, peut-être plus, ces tunnels. Mais il y en a toujours on découvre encore. Alors, comment ce point était très important pour l'arrivée de tout ce qui est armes ou terroristes même vers l'Égypte? Si vous me permettez, je tiens à dire quelque chose de très important. Nous tous, nous avions constaté que très récemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train de parler entre 2 mois et demi et 3 mois. Bien sûr, la sécurité
et la situation en général dans cette région-là a beaucoup ou complètement changé. Bien sûr, depuis 3 mois, ou 2 mois et demi ou 3 mois exactement, on entendait presque chaque jour ou chaque 48 heures quelques dizaines des officiers et des soldats qui mouraient dans cette région-là. Chaque 48 heures ou plutôt chaque 72 heures. Maintenant, ça continue, comme je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas avec la même quantité et ce n'est pas avec la même durée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu de tomber quelque chose pareil, des différents combats, chaque 2 jours, chaque 3 jours, je crois qu'actuellement, chaque semaine ou chaque dizaine de journées, on entend quelque chose. Et nous avons constaté qu'il y a une certaine réduction aussi dans le nombre des personnes qui sont mortes ou qui sont blessées. Ça veut dire qu'il y a un changement. Mais je tiens à dire que les forces sécuritaires, avec bien sûr l'armée, doivent changer leur stratégie sur le terrain de jour à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas suivre un seul chemin. Il faut changer votre tactique de temps à autre. Votre stratégie doit changer. Ça ne doit pas être toujours la même. Plus ou moins chaque dizaine de journées ou chaque 2 semaines. Il faut changer la manière de travailler sur cette période-là ou sur le terrain. Pourquoi? Eux-mêmes, bien sûr, les ennemis, je les considère tous comme des ennemis, avec la différence, et quelles que soient leurs différentes nominations, bien sûr, eux-mêmes, de leur part, ils sont en train de changer et de mettre des plans comment essayer d'attaquer les forces qui se trouvent sur le terrain. Ça veut dire, vraiment, c'est un échange de travail sur le terrain. C'est pour cette raison-là, je tiens à dire, je le répète une autre fois, si vous me le permettez, c'est que les forces doivent changer leur plan, leur stratégie de travail chaque 2 ou 3 semaines au plus tard. Oui. Alors, on revient au développement de cette région. Alors, c'est vrai que, comme vous venez de dire, et comme c'est clair pour tout le monde, cette région a été négligée au cours de tous les régimes précédents, mais à partir de l'arrivée du nouveau régime, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi est devenu conscient de l'importance de développer cette région et de vraiment bien profiter de cette région pour l'Égypte et pour même les citoyens du Sinaï, soit le sud ou le nord, bien sûr. Alors, on a entrepris plusieurs projets qui vont dont va bénéficier cette région, bien sûr, directement ou indirectement. Le premier projet, bien sûr, c'est le projet du canal de Suez. C'est un projet très important, très grand. Alors, comment vous voyez les pas entrepris par le gouvernement jusqu'à présent pour essayer de développer cette région dans le cadre du développement de toute l'économie égyptienne? Je vois que, premièrement, comme vous venez de dire, c'est le canal de Suez, c'est les projets aux 2 côtés du canal de Suez, parce qu'après tout, il y a bien le côté de l'Est et le côté de l'Ouest, alors c'est plutôt le côté de Sinaï, quand même, dont il y a certains projets qui ont été, qui sont dans des projets actuellement, qui sont en train d'être développés aussi pour le moment. En plus, il y a plusieurs endroits en Sinaï même, et comme deuxième pas, il y a bien sûr autour des liens de transport, ça veut dire les grandes routes, l'infrastructure de transport dans le Sinaï, il y a certaines opportunités de quoi en rentrer. Par exemple, il y a des endroits où il y a vraiment de l'eau, il y a de la pluie, il y a ça dépend de la saison, mais saisonnalement, il y a certains, parce que l'eau, après tout, c'est la base de tout, on n'est pas vraiment en train d'exploiter l'eau qui tombe dans le Sinaï. Il n'y a pas des réservoirs, par exemple. Il n'y a pas des grands réservoirs autour des endroits que vraiment, non seulement ça pleut, mais ça pleut beaucoup. Et c'est vraiment saisonnal. Ça dépend de la saison. C'est pendant quelques semaines, même un mois et demi, il y a des périodes alors, il y a bien sûr ça, il y a la situation de prendre avantage de ce qu'il y a dans ce sens. Mais pour moi, le plus important, c'est de trouver des moyens d'avoir et d'augmenter la population au Sinaï.
Il y a une population bédouine, mais il faut quand même y avoir une population urbaine égyptienne, dans des endroits pour leur donner, après tout, des opportunités commerciales, des opportunités économiques. Il faut quand même développer ces opportunités dans des projets économiques et dans des projets comme ils sont en train de faire actuellement autour du canal de Suez. En plus, il y a le canal au nord du Sinaï qui a été fait, ce n'est pas encore fini actuellement, mais c'était un des grands plans, un grand projet vers la fin des années 90. Ça n'a pas vraiment été encore fini, et il y a quand même, c'est pas seulement ces projets on fait un canal par exemple, c'est plutôt l'infrastructure autour de ce projet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura des industries, des usines, des lieux de population par exemple, on a besoin d'ouvriers, etc., etc. Alors c'est ça, et pas seulement, c'est les deux ensemble. Alors, Monsieur Fathi, vous venez de dire que vous avez passé une période de votre vie dans cette région, vous avez travaillé dans le Sinaï. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet? Je crois qu'il s'agit d'une région assez riche, si je ne me trompe pas. Il y a des terrains, il y a la mer, alors il y a plein de choses qui peuvent être réalisées dans cette région. Selon vous, quel genre de projet on peut avoir dans le Sinaï? Je vous le dis franchement, quand j'étais arrivé, au début de l'année 82 exactement, les Israéliens, nous avons eu quelques échanges ou quelques travaux entre nous deux. Nous avons eu l'occasion de participer chez eux dans leur territoire. Vraiment, je vous le dis franchement, j'ai mangé des légumes que je n'ai jamais eu l'occasion de manger dans toute ma vie. Il y avait des genres de pommes de terre, c'est quelque chose de formidable. Des concombres aussi, c'est quelque chose. Vous voulez dire avant qu'ils quittent Oui, avant que les Israéliens quittent. Mais malheureusement, après qu'ils ont quitté complètement, tous ces endroits-là ont été complètement détruits. Bien sûr, les mauvaises habitudes égyptiennes, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Pourquoi on n'essaye pas? Ça veut dire que vous avez une très bonne terre à cultiver. L'endroit là-bas peut être bien utilisé dans l'agriculture. Vraiment, et je crois qu'ils ont commencé, mais pas d'une manière correcte. Ils ont besoin beaucoup d'aide. Ils ont besoin de fournir des outils pour qu'ils puissent travailler sur ce terrain-là. Bien sûr, la population égyptienne qui travaille dans ce domaine-là ont vraiment gagné une très grande expérience. Pourquoi on n'essaie pas de profiter de leur expérience en essayant de leur fournir toutes les matières et tous les outils dont ils ont besoin? Comme ça, en plus, il y a quelques gens qui ont commencé à faire quelque chose. Mais quelques petites usines, bien sûr, c'est une usine pour le ciment. Nous avons eu actuellement l'université du Sinaï, une autre université. Mais il faut profiter de la terre même. La terre vraiment est une terre qui peut être bien cultivée et qui pourrait nous donner quelque chose dont nous avions besoin. Nous avons toujours une certaine manquance dans les différentes agricultures, surtout les légumes, le grain. On peut profiter de cette terre-là pour essayer de la planter et vraiment le ministre de l'Agriculture doit jouer un rôle très 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 efficace. Je crois qu'il y a déjà un grand projet qui doit être réalisé dans le Sinaï, un projet agricole, je veux dire. Je crois qu'il y a une déclaration il y a quelques jours de Monsieur le ministre de l'Agriculture. J'espère qu'on puisse faire quelque chose. Alors, si vous me permettez, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame la députée Passante Fahmy, qui est experte en économie, également membre du Parlement égyptien. Alors, bonsoir Madame Passante. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on parle bien sûr aujourd'hui de la libération du Sinaï, l'importance de ce territoire et surtout les travaux entrepris par le gouvernement et le régime égyptien pour développer cette région très importante. Alors, selon vous, comment profiter de cette région du Sinaï? Tout d'abord, c'est une région qui est très riche en ressources naturelles, très grande en surface, qui a été négligée pour des années et des années. Et maintenant, nous avons une population de 90 millions. Alors, il est temps, à mon avis, de commencer à travailler sur ce grand désert
Tout d'abord pour résoudre nos problèmes, c'est-à-dire les problèmes que ce soit économiques, démographiques, c'est très important. Et deuxièmement, il faut aussi penser à la sécurité de l'Égypte. C'est-à-dire quand cette région-là est bien habitée, ça c'est une partie de notre sécurité nationale. Alors, moi je suis, à mon avis, je vois qu'il y a un effort qui est fait depuis que Monsieur le Président a été élu, Monsieur le Président Sissi, pour vraiment faire du travail assez sérieux sur cette région. Il est très important qu'on avance un peu vite. Il faut aussi inviter les compagnies internationales et multinationales pour qu'ils viennent travailler avec nous. Je répète, c'est une région très riche en ressources, très riche en matières premières. Le climat là-bas est très beau. Il y a aussi des quartiers et des surfaces sur lesquelles on peut avoir des projets touristiques. C'est très bien diversifié. Mais moi, ce que je vois, oui, il y a un effort qui est fait, mais à mon avis, c'est fait trop lentement. On doit avancer un peu plus vite parce que nous avons des problèmes sur le niveau économique, que tout le monde le sent. Nous avons un grand problème démographique et qui va s'aggraver davantage si on ne commence pas à le résoudre. Alors, développer le Sinaï, ce n'est plus, nous n'avons pas le choix. Il faut avancer et avancer vite aussi. Ouais. Alors, Madame Passante, est-ce qu'au sein du Parlement, est-ce que vous avez des projets concernant le Sinaï? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'il y a des problèmes de la population de cette région qui ont exposé aux différents députés? Non, on discute non seulement les problèmes, mais on discute comment il faut avoir un environnement attirant pour les étrangers. Pour je m'excuse pour les compagnies, que ce soit égyptiennes, arabes ou étrangères. Il faut développer un environnement attirant pour les investisseurs. Et ça, c'est le sujet qu'on en discute après qu'on a fini tout le travail qu'on avait. Maintenant, étant membre aussi de la comité économique, on va commencer le mercredi prochain à réviser les lois et voir comment on peut avoir des lois attirantes et qui développent un environnement facile aux investisseurs pour qu'ils puissent et qu'ils aillent faire des grands projets sur cette surface. Parce que, bien sûr, ça c'est une surface assez vierge. Alors, ils n'auront pas, comme par exemple, quand ils font dans les nouvelles villes industrielles, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on va au Sinaï et dans cette région-là, dans cette période-là, c'est toujours vierge, c'est un peu difficile au commencement. Alors, il faut créer un environnement attirant pour ces gens-là, pour qu'ils puissent aller s'installer et vivre. On a vu qu'il y a eu des écoles, maintenant il y a des universités, il y a les projets du roi de l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup de projets qui commencent à être discutés parce que ça n'a pas commencé. Parce qu'il faut avoir, je répète, l'environnement. Alors le Parlement, le projet principal sur lequel on travaille, c'est de développer un environnement attirant qui vraiment pousse tout le monde. Et moi je suis sûre qu'avec la crise économique en Europe, et il y a beaucoup de pays dans le monde entier qui en souffrent, ils ont intérêt à venir et à faire des projets chez nous. On a vu les missions qui sont venues, non seulement là, il y a aussi François Hollande qui est venu avec un gros groupe, les Allemands, les ateliers. Il y a beaucoup de groupes qui viennent, des investisseurs, John Kerry aussi, qui viennent et s'intéressent à faire des projets dans cette région. Alors, espérons, Inch'Allah, que le Parlement sera capable de produire des lois qui peuvent attirer vraiment les investisseurs. Oui. Madame la Passante Fani, je rappelle, vous êtes membre du Parlement égyptien, je vous remercie infiniment. Alors, docteur Mahmoud, en fait, comme Madame Passante vient de dire, l'important actuellement, c'est de comment faire pour attirer les investisseurs. C'est vrai qu'enfin, on commence à se rendre conscient de cette région, l'importance de cette région, l'importance pour les citoyens du Sinaï, pour toute l'Égypte, comme on vient de dire, c'est vraiment une partie qui est pleine de richesses, de toutes sortes de richesses. Alors, comment faire pour attirer les investisseurs? Première chose, c'est augmenter l'infrastructure. Par exemple, historiquement,
le grand port de Sinaï, c'était le port de El Tour. El Tour, c'était un des portes du commerce de la mer Indienne au nord du Sinaï à l'époque. Ça veut dire la Syrie, le Liban, la Palestine. Ça a été détruit par les Portugais au XVIe siècle. Ça n'a jamais été ça n'a pas vraiment retourné à cause de ça. Il y a actuellement Nueva, mais c'est pas vraiment un grand port commercial dans ce sens. C'est un port sur le golfe d'Aqaba. Alors, ça comme exemple, avec bien sûr des exemplaires et des précédents historiques, ça existe bien sûr, mais c'est, à la fin du compte, il faut augmenter l'infrastructure, ça veut dire des routes, le potentiel de ce qu'on peut faire à cause de ce qu'il y a dans le sens de l'infrastructure. Est-ce qu'il y a par exemple assez d'électricité pour faire un grand projet, par exemple? Est-ce qu'il y a des lieux est-ce qu'il y a assez d'eau pour la population dont on a en tête pour rentrer? Alors il faut trouver vraiment des lieux de l'eau ou au moins trouver des solutions pour avoir de l'eau au Sinaï. Alors ce genre de choses, c'est la base de tout. Oui. Alors, Monsieur le Général, il y a toujours un lien entre le développement et la sécurité. C'est-à-dire, si jamais cette région n'était pas aussi délaissée, aussi désertique, peut-être ce serait moins capable, on n'allait pas la laisser pour les groupuscules terroristes, il faut l'avouer. Alors, l'importance du développement de cette région, non seulement pour l'économie égyptienne, mais également pour la sécurité du pays. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que nous avons une très grande surface sur ce territoire-là, entre différents voisins. Gaza d'une part, bien sûr Israël d'autre part, et aussi une très grande, différente aussi tribus qui se trouvent. Nous savions bien que la sécurité dans n'importe quel pays est la chose la plus principale et essentielle. Dans n'importe quel pays où gouvernera, où il y a une certaine sécurité, soyez sûrs que les investisseurs viendront volontairement pour essayer de présenter et de donner une certaine main pour essayer de développer et de faire quelques usines, quelques différents moyens de développer cet endroit ou ce territoire-là. C'est ça notre problème, c'est que nous avons beaucoup manqué, nous avons beaucoup de richesses dans cet endroit-là. Le Sinaï est très très riche, mais il faut qu'on puisse le développer d'une manière correcte, selon les besoins de notre pays. Et soyez sûrs, ne vous inquiétez pas, je peux vous dire vraiment qu'il y a une certaine sécurité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas assez 100%, mais il faut prendre en considération la sécurité. Quand on arrive à obtenir un certain pourcentage, en disant nous sommes arrivés à obtenir 90%, ça veut dire c'est équivalent au 100%. Bien sûr. N'importe quel pays, même les grands pays du monde. On a vu ce qu'on a vu de lui, comme vous le dites, on avait des attaques presque tous les jours. Maintenant, c'est beaucoup moins. Je dis que nous sommes au point d'obtenir actuellement entre 75 et 90% de stabilité sécuritaire. Ce qui mène à dire que nous sommes bien sur le chemin correct. Mais avec un peu d'avance, un peu de développement, nous pourrions faire quelque chose pour l'intérêt et le bénéfice de notre pays. C'est ce que j'espère très prochainement. Nous avons déjà beaucoup perdu du temps. Il faut qu'on reprenne d'une manière correcte et vite. Il faut se précipiter pour faire quelques petits pas à l'avance pour l'intérêt et le progrès de notre pays. Oui. Alors, Monsieur Mahmoud, en fait, quand on parle du Sinaï, c'est vrai qu'on a parlé du côté sécurité, on a parlé du côté développement, mais il faut dire que toujours le Sinaï avait, c'est-à-dire les Égyptiens avaient ce côté faible en ce qui concerne le Sinaï. C'est une région, bien sûr, on aime bien, on apprécie tout le territoire égyptien, mais c'est toujours, ils étaient liés peut-être parce que c'est grâce à la guerre, à la victoire du 6 octobre qu'on a pu récupérer cette terre. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, en célébrant le 34e anniversaire, il y a toujours cette joie des Égyptiens, même après 34 ans.
même chose avec la guerre du 6 octobre. Alors, comment vous voyez cet attachement entre les Égyptiens et le Sinaï, et n'importe bien sûr tout autre territoire égyptien? Je pense que, historiquement, je veux dire. Dans un certain sens, le Sinaï a toujours été considéré comme le bouclier d'Égypte. Le Sinaï fait partie de la grande piste des invasions. Ouais. Les grandes invasions devaient franchir le Sinaï. Si le Sinaï est vide, qu'un désert, ça devient très très difficile pour une armée de le franchir à l'époque des croisés, à l'époque avant des croisés, l'époque romaine, etc., etc. Alors, c'est pas que ça a été négligé, mais ça a été laissé comme ça, dans un certain sens exprès, parce que après tout, pour n'importe quelle force, pour franchir ça, elle doit être très très bien organisée, parce qu'il n'y a pas ni de l'eau, ni de la nourriture, pendant au moins 2 semaines. Mais surtout ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est un peu ça, je pense que ça fait partie on a besoin du Sinaï. Le Sinaï est considéré comme un peu comme le bouclier d'Égypte contre n'importe quelle menace qui vient de cette direction. Tout ça, bien sûr, aujourd'hui, c'est plutôt une attitude là-dessus. Et il faut augmenter et changer un peu l'attitude. Ouais. Alors, presque même question, Monsieur le Général, c'est-à-dire, je crois que toute famille égyptienne avait quelqu'un qui a été victime, c'est-à-dire qui a perdu sa vie pour protéger cette région de l'Égypte, qui a perdu n'importe quelle famille de l'Égypte avec quelqu'un qui a participé à la guerre du 6 octobre. Alors c'est pourquoi cette région est toujours très chère pour les Égyptiens. Alors comment vous trouvez, c'est-à-dire ces sentiments qu'on a toujours, même jusqu'à aujourd'hui, 30 années plus tard, il y a toujours les Égyptiens qui se rendent dans les rues pour fêter cette victoire. Alors comment vous trouvez cet amour pour cette région? Le peuple égyptien, vraiment, il souffre beaucoup et il a déjà beaucoup souffert. Mais il y a un lien entre le peuple et son territoire, vraiment. Mais c'est ce que je demande, ou c'est ce que j'espère de mon point de vue personnel, que le gouvernement puisse faire des grands pas en avant pour qu'on puisse trouver des moyens et fournir des différents endroits pour tout le nombre de chômeurs que nous avions dans notre pays. Une fois que le gouvernement vraiment a une certaine volonté, capacité de faire quelque chose, il doit le faire. Mais on a déjà beaucoup parlé pour des dizaines d'années. Malheureusement, sur le terrain, en réalité, en vérité, rien se trouve. C'est ce que je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Mais j'espère en même temps que, vraiment, avec notre grand héros président, avec tous la grande force qu'il est en train d'utiliser dans les différents domaines, il faut qu'on puisse, bien sûr, profiter de ce développement et qu'on puisse faire quelque chose pour le bien et l'intérêt de notre pays. Je crois que nous avions beaucoup dormi, nous tous. Moi, quand je suis en train de parler autant qu'Égyptien, je vous le dis franchement, je suis parmi tous les Égyptiens. Nous, on parle beaucoup, mais malheureusement, on travaille peu. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse changer notre système de travail. Vous voyez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Pendant l'après-midi, jusqu'à le lendemain, où est-ce qu'ils passent leur temps? Dans les différents cafés. Ils sont en train de jouer ensemble et ils dorment toute la journée. Ouais. Vous pouviez nous dire gentiment, avec la jeunesse là que nous avions, avec toute cette population, qu'on doit bien profiter de leur courage, de leur force, qui doit être utilisée et bien employée pour qu'on puisse faire quelque chose pour notre pays. Malheureusement, plus de 90% parmi eux, ils dorment chez eux pendant toute la matinée. C'est ça notre problème. Essayez de demander à une certaine personne de venir travailler chez vous. Vous allez lui payer 2000 livres. Il viendra un jour et le deuxième jour, il va disparaître. Pourquoi, monsieur? Non, je suis déjà fatigué, je ne peux pas travailler. Vous êtes en train de me donner ou de m'offrir un travail très pénible, très dur, je ne peux pas supporter. Tandis qu'il n'a même pas 50, par exemple, livres dans sa poche. Mais il préfère d'aller demander à des autres personnes qui puissent l'aider au lieu d'aller
personnellement et volontairement de gagner sa vie comme il faut. C'est ça notre problème. Nous avons une certaine culture, j'aimerais bien, quand je parle des jeunes en général. Nous avions bien sûr, moi, avec tout le respect que je dois à Dr Mahmoud, moi aussi, déjà nous sommes des vieils hommes actuellement. Nous avons déjà joué notre rôle. Quand je parle des jeunes. On compte beaucoup sur eux, bien sûr. Et moi, le docteur Mahmoud et moi aussi, vraiment, je vous le dis franchement, personnellement, je suis prêt à travailler dans n'importe quel endroit si vous pourrez me profiter de l'occasion de travailler. C'est ce que je demande aux jeunes Égyptiens, qu'ils puissent bien profiter de ces différentes occasions que le gouvernement est en train de leur présenter, mais à condition qu'on leur offre tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent accomplir leur travail d'une manière correcte. Mais en parlant seulement, je crois que ce n'est pas assez suffisant. Oui, exactement. Alors, Monsieur Sabat, est-ce que si jamais tous ces projets dont on parle commencent vraiment à être réalisés, vous pensez que dans combien de temps on pourra avoir une région plus civilisée, plus développée? Vraiment, ça dépend d'une dynamique. Les fonds d'investissement qu'on est prêt à investir dans ce endroit. Ça peut être, moi je pense qu'à vrai dire, ça peut être entre 5 et 7 ans si on commence d'aujourd'hui en faisant tout ce qu'on doit faire, tout ce qui est demandé, ça peut passer assez vite. Mais il y a quand même pas laisser faire, mais la routine de l'État, la routine administrative quand même prend du temps. Oui. Et ça devait être beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui les choses changent d'une vitesse à l'Iran. C'est différent que le passé. Alors il y a ça. En plus, la situation du Sinaï vraiment donne un potentiel, moi je trouve vraiment énorme. Le plus important défi devant l'État égyptien aujourd'hui, c'est de doubler, au moins augmenter sa base de consommateurs au plus vite possible. Et on n'a pas assez pour la population qu'on a actuellement. Qu'est-ce que vous voulez dire par sa base de consommateurs? La base de consommateurs, c'est vraiment ceux qui touchent un salaire assez normal dans des autres lieux, mais assez important en Égypte, qui sont bien éduqués, qu'ils ont les moyens d'éduquer leurs enfants actuellement. Alors là, c'est l'État qui vraiment devait faire beaucoup plus d'efforts pour avoir un propre système d'éducation. Actuellement, on a des problèmes là-dessus, ce qui veut dire qu'il y a des individus en Égypte qui trouvent d'autres moyens d'éduquer leurs enfants, parce que sinon, ils ne seront pas vraiment éduqués. Alors, l'éducation est très importante. Alors, c'est ceux-là qui ont les moyens d'éduquer leurs enfants, qui ont les moyens, par exemple, économiques, d'investir, qu'ils ont quelque chose à investir. Et c'est pas autant que ça, c'est peut-être 10% de la population aujourd'hui. C'est pas assez. Vraiment, on a besoin de la double. On doit augmenter. Le moment qu'on la double, presque la totalité de nos problèmes économiques vont disparaître. Mais parce que là, il y a vraiment une action de vente et achat. Et c'est ça à la base de n'importe quelle économie. Alors, Monsieur Fathi, le principal défi, selon vous, pour l'État dans cette région concernant le Sinaï, quel serait le principal défi? Je n'ai pas bien entendu. Alors, quel est le défi principal qu'affronte le gouvernement dans le Sinaï? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est les deux ensemble? Les deux ensemble, et que le gouvernement soit sérieux, vraiment, qu'il puisse accomplir son plan et son système dans ce territoire-là. Il ne faut pas parler, nous avions déjà beaucoup parlé, et je répète une autre fois, il faut qu'on puisse fournir les besoins comme utiles, comme tout ce qui est nécessaire pour essayer de développer tout ce territoire-là. Nous avions besoin d'une certaine révolution de travail, d'encourager les jeunes gens à bien travailler. C'est leur pays, c'est leur avenir. Il faut qu'on puisse changer tous les gens. Imaginez-vous, pourquoi les Égyptiens sont tous ailleurs? Nous avons nous tous parmi nos frères, nos pères, nos oncles, par exemple, ils travaillent hors de notre pays.
Pourquoi ils sont parmi les premiers? Pourquoi? Ils respectent la loi. C'est ce qui nous manque chez nous ici. Il faut qu'on puisse respecter la loi, qu'on suive les ordres d'une manière correcte. Nous pourrions faire quelques pas en avance et en espérant à la fin la prospérité, le progrès, la dignité pour notre pays. Ouais. Alors, on doit aller, c'est-à-dire le développement et la sécurité doivent aller ensemble, ou est-ce qu'on doit terminer par exemple la sécurité d'abord et puis se concentrer sur le développement? On a besoin vraiment des deux actuellement. Le moment que l'insurrection et l'extrémisme au Sinaï est mis à fin, on peut bien sûr rentrer. Mais alors bien sûr, le côté sécuritaire existe, est très important, mais il faut quand même pas négliger ce qu'on peut faire entre-temps au Sinaï, dans le sens d'infrastructure, dans le sens d'investissement, dans le sens de développer les lieux. À ce moment-là, parce que quand même, il faut le dire franchement, ça devient une cible extrémiste pour l'attaquer, bien sûr, parce que là... Alors la situation sécuritaire est très importante en ce sens. Alors, vous partagez cette même opinion? Les deux ensemble, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est le plus important. Je vous remercie infiniment, Dr Mahmoud Saleh, je vous remercie infiniment, M. Saïd Fathi, merci beaucoup pour être parmi nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition, mais bien sûr, avant de terminer, il faut bien sûr saluer les forces de sécurité, les forces armées et la police qui, d'abord, il y a des quarantaines d'années, ils ont récupéré le Sinaï grâce à la victoire du 6 octobre et maintenant aussi qui continuent toujours à avoir des victimes tous les jours pour la sécurité de notre pays et pour préserver, c'est-à-dire combattre le terrorisme et l'extrémisme dans le Sinaï. Je vous remercie infiniment et rendez-vous demain une nouvelle édition de Direct. Bonne soirée.